Bonjour! J'ai suivi à Radio-Canada le judo aux Jeux olympiques. Quelle chance, je me disais, hey, je pouvais voir la presque totalité des combats, les combats éliminatoires, je veux dire, puis la totalité des finales. Ouais, ben, quelle déception. J'ai pas vu beaucoup de judo, mais j'ai vu beaucoup de lutte sambo et de lutte libre en judogi. Beaucoup d'ippons avec ce que les lutteurs appellent des souplesses arrière, puis que nous on appelle uranage, une sorte d'uranage. Je parlais dans une de mes chroniques, il y a peu de temps de ça, du hippon sportif versus le hippon budo. On en a un très très bel exemple ici, avec la compétition de judo de Paris. Ce que nous appelons aujourd'hui hippon, avant ça méritait un yuko, dans le meilleur des cas. Tout le monde s'entend aussi pour dire que c'était un festival de shido, de pénalité. On gagne par pénalité. Puis en plus, ben, pour avoir hippon, il faut que les deux épaules touchent le sol, peu importe l'impact. Si je regarde les commentateurs sur Internet, il y a une large part des spectateurs qui ont vu la même chose que moi. Si la Fédération internationale a voulu intéresser les gens à s'inscrire au judo, à s'intéresser au judo, si la Fédération internationale voulait rendre le judo plus spectaculaire et plus facile à comprendre, eh bien, permettez-moi en toute simplicité de dire que c'est absolument raté. Il y a quand même des explications à tout ça, là. Tout d'abord, l'influence grandissante des pays émergents qui ont maintenant le droit de décider, de proposer et même de faire adopter des règlements. Par exemple, un autre exemple, c'est l'invasion des lutteurs de sambo. Ça a commencé très très tôt aux Jeux olympiques de Tokyo en 64 avec les Russes Bologulov en léger puis Kiknadze en lourd qui ont eu des médailles de bronze. Puis tout de suite après, à Munich, aux Jeux de Munich, Chochosvili a éliminé le japonais Nobuyuki Sato. Puis ça, c'était le prélude du phénomène parce qu'à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul représentant pour l'URSS qui comptait 15 républiques. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'URSS, puis il y en a beaucoup plus que 15. Puis ces gens-là, ben, ils se font élire dans divers comités de la Fédération internationale de judo. Yamashita Yasuhiro, le grand champion, a exprimé aussi quelques inquiétudes sur certains aspects et tendances qu'avait le judo international. Il a fait un mouvement qui se nomme le judo renaissance. Ça a été créé au début des années 2000. Lui, ce qu'il voulait, c'est de remettre en valeur les aspects éducatifs et sociaux du judo, qui était pour lui plus qu'un simple résultat sportif. Ah, bien évidemment, il faut parler de politique aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut maintenant compter sur le pouvoir politique des anciens pays de l'Est, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, qui sont historiquement, on le sait, ça, des lutteurs redoutables, c'est vraiment des bons lutteurs. Ça, c'est d'une part. Et le poids politique de pays qui, comme je le disais, des pays émergents d'un autre, qui ont changé la donne. Quand on y pense comme il faut, un pays d'Afrique a le même poids politique que le Japon. Je suis peut-être un vieux jeu, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, là. On dit que tout bien culturel qui sort de son pays va être modifié. Les sushis d'Amérique ne sont pas les sushis du Japon. Pas plus que la pizza de chez Sorrento Pizzeria ressemble à une pizza qui est faite à Rome ou à Naples. Et je ne vous parle pas du macaroni chinois qu'on retrouve au Québec. Le judo international a perdu sa culture japonaise. Le judo de Jigoro Kano n'a pas beaucoup de ressemblance avec le judo d'aujourd'hui. Créé comme un système éducatif, il est devenu, plus que jamais, un sport de combat comme la lutte gréco-romaine ou la boxe. Il a été dénaturé. Je suis allé à la Fédération internationale de judo, puis à la commission sportive, on ne retrouve aucun japonais dans le comité. Puis il y a des représentants du Cameroun, de la Nouvelle-Calédonie, de l'Ouzbékistan, de Bosnie-Herzégovine, juste pour nommer ceux-là. J'ai regardé aussi à la commission de développement, à l'éducation, au coaching, à l'éthique. Pas de japonais non plus. Je me demande bien comment le code moral, qui est si cher à la France et au Canada, est perçu dans ces pays-là. Je vais vous lire ad lib un article de journal d'un grand champion, Shohei Ono, dont la carrière internationale s'est étendue de 2013 à 2020. Il a fait un article, puis d'abord la déclaration de choc de départ, là, c'est dans un article, je pense que c'est du Asahi Shimbun. Je déteste le judo. Deux points. Le départ controversé de Shohei Ono du Japon en raison du stress puis des préjugés
aux Jeux olympiques de Paris. L'article continue en disant, Shohei Ono, le légendaire judoka japonais avec 2 médailles d'or olympiques et un taux de victoire stupéfiant de 90%, a choqué le monde en manquant les Jeux olympiques de Paris en 2024. Cette décision a déclenché une vague de spéculation. Ono a-t-il pris sa retraite du sport? La réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. En effet, au lieu de concourir, Ono a choisi de se lancer dans un nouveau voyage, celui qui l'a conduit au cœur de l'Europe, plus précisément en Écosse. Sa mission? Diffuser son style, le style Ono, unique, et approfondir l'appréciation du judo traditionnel parmi les athlètes européens. Malgré son palmarès impressionnant, Ono a exprimé un mépris croissant pour le sport qu'il dominait autrefois. Il dit « Plus je gagne, plus je déteste le judo ». Ce changement de perspective l'a conduit en Écosse où il a découvert une affinité surprenante avec les judokas européens qui, selon lui, sont plus sensibles à l'essence spirituelle du judo que ses homologues japonais. Dans une revue franche, Ono a partagé ses motivations initiales et les défis auxquels il a été confronté. Il dit « Quand je suis arrivé du Japon l'été dernier, j'étais animé par le sentiment d'une mission qui consistait à rendre les athlètes écossais plus forts et à leur enseigner mes techniques. Cependant, ce qui l'a vraiment étonné, c'est le profond respect et la compréhension des athlètes européens pour le côté spirituel du judo. C'est un sentiment qui l'a profondément touché. Bien qu'Ono n'ait pas officiellement annoncé sa retraite, ses actions suggèrent un changement d'orientation important. Au lieu de concourir, il consacre son temps et son expertise au coaching, dans le but d'infuser les techniques traditionnelles de judo dans l'entraînement européen. Cette décision-là contraste fortement avec la controverse actuelle autour du judo, en particulier l'indignation des supporters japonais face aux préjugés perçus aux Jeux olympiques de Paris. Le Japon, historiquement dominant en judo, a remporté 12 médailles, dont 9 d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais à Paris, leur performance a été pas mal moins brillante avec 8 médailles et juste 3 d'or. Quand on pense que les Français ont 10 médailles, dont 2 en or. Ce déclin a alimenté la frustration des fans qui affirment que le sport est devenu européanisé, puis biaisé à l'encontre des techniques japonaises traditionnelles. Certains appellent même le Japon à se retirer de la Fédération internationale de judo. Les éloges d'Ono pour la culture européenne du judo ajoutent une tournure fascinante à la controverse. Il a reconnu à quel point les judokas européens l'ont amené à remettre en question sa propre fierté en tant qu'athlète japonais. Cette déclaration, qui vient d'une personnalité aussi respectée, souligne la complexité de l'évolution du sport et la diversité des perspectives au sein de la communauté du judo. Alors, est-ce que Ono a pris sa retraite? La réponse reste insaisissable, bien qu'il n'ait fait aucune annonce officielle. Son déménagement en Écosse et son engagement comme entraîneur suggèrent l'ouverture d'un nouveau chapitre dans son illustre carrière. Ce respect pour le judo européen pourrait potentiellement influencer la communauté du judo au sens large, qui devrait susciter un dialogue sur la tradition, les préjugés et l'avenir du judo lui-même. Moi, c'est mon souhait le plus cher. En attendant, le débat fait rage. Et vous, qu'en pensez-vous? J'espère que cette chronique vous a plu. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Donnez-nous un pouce en l'air. Activez les clochettes pour recevoir les notifications. Surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre. Ça va nous aider. Et en attendant, faites attention à vous et à la prochaine.